Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Parfait. Je vais direct mettre mon slide préféré. Voilà, c'est un slide noir. C'était génial d'écouter les deux présentations précédentes, celle de Mathéo, celle de CCHE aussi, parce que je me suis retrouvé dans beaucoup de choses que vous avez dites, hein, les bureaux trop grands, le manque d'alignement, la création de ses propres outils. Et pour ma part, l'année dernière, mon équipe tech est passée de 25 à 50 ingénieurs. Malgré ça, on n'était pas plus rapide, en fait, on était de plus en plus lent. On a commencé à être en retard avec les deadlines, on ne livrait pas vraiment les nouveautés qu'on voulait livrer. Dans ce talk, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, et puis comment on en est sorti aussi. Je m'appelle Michel Yerli, je suis le directeur technique de Fertic, et je pense pour commencer, on va juste vous donner un petit peu de contexte. Je dois regarder la vidéo avec vous. Donc Fertic, c'est une app pour payer ses trajets en transport public en toute simplicité. Donc vous avez juste à glisser le bouton en bas à droite, voilà. Et à partir de ce moment-là, vous avez le droit de voyager sur tout le réseau de transport public de Suisse. Donc librement, hein, vous changez de bateau, etc. Si vous voyez un contrôleur, vous pouvez montrer le ticket, il sera content avec ça. Et puis quand vous avez fini votre trajet, l'app va remarquer que vous n'êtes plus sur le transport public et elle va terminer le trajet pour vous. Ensuite, on calcule le prix, ou aussi le meilleur prix, suivant que vous avez peut-être besoin d'une carte journalière ou je ne sais pas quoi, si vous avez fait plusieurs trajets. Et c'est tout, en fait. Donc, ce que vous venez de voir là, ça se produit 200 000 fois par jour. Je vais utiliser ce truc. Voilà. Fertic, ça fonctionne en Suisse, hein, mais aussi dans plein d'autres régions. Ça fonctionne, donc, vous pouvez l'utiliser dans 23 régions, notamment en France, en Allemagne, en Autriche. J'ai tout dit là, ouais. Et on fournit aussi la technologie pour d'autres apps. Peut-être vous connaissez l'application DCFF, SBB Mobile. Donc la fonctionnalité EasyRide, c'est nous aussi qui la fournissons. Et puis encore je pense une dizaine d'autres apps qui utilisent notre techno. OK, maintenant que vous savez tout ce que c'est, peut-être vous avez déjà utilisé ça aussi, j'espère. Je vous encourage en tout cas. On est en 2022. Hein. Et là, il faut s'imaginer, on a le vent en poupe. Il y a de plus en plus de régions où on peut utiliser Fertic, on commence à avoir de la traction à l'étranger, les nombres de trajets par jour augmentent, on signe des gros contrats avec des grosses entreprises de transport, notamment les CFF. Hein. Puis on a des gros plans de conquérir le monde. Ici, vous voyez le nombre de trajets par jour au fil des années. OK ? Donc, fin 2021. On regarde 2022, de quoi ça a l'air. Qu'est-ce qui est raisonnable, là, d'après vous, comme projection? Ouais, on va probablement doubler le nombre de trajets. Hein. Et puis là, on se dit, pourquoi pas aussi le nombre d'ingénieurs, au final. Hein. Donc, c'est ce qu'on a fait. On était 25, on a engagé à la PL pour passer en une année à 50 ingénieurs. Et le but, c'était d'embarquer plus de clients, d'avoir plus de régions, de développer notre core technology, d'avoir des nouveaux outils aussi, d'offrir des nouveaux produits, finalement, par exemple un outil d'analyse de réseau de transport public ou bien la fonctionnalité pour arrêter automatiquement à la fin du trajet. Donc ce genre de choses. Hein. Alors bon... Ah mince, il faut que je fasse avec ça. Ouais, pardon. On y va. Donc, on signe plein de contrats, on démarre plein de chantiers. Il y a Anne qui rigole, hein, qui bosse avec moi là devant. Et puis, on y va comme des chacals, quoi. Vraiment. Le truc, c'est qu'il se passait quelque chose en arrière-plan qu'on n'a pas vraiment vu venir. Chaque fois qu'on démarre un projet, une feature, qu'on lance une nouvelle région, qu'on a un nouveau client, on a
un coût de développement. Donc, on investit, on a un certain nombre de personnes qui bossent sur ce projet pendant un certain temps, et puis tout d'un coup, il y a cette ligne blanche, là, c'est quand le projet est prêt, c'est la deadline, on livre le truc, on le release, on le met en prod, etc. Mais là, c'est pas fini. Ensuite, il y a le coût opérationnel de ce projet-là, c'est-à-dire ou le coût d'exploitation, on peut dire. Hein. Donc, il faut mettre à jour les prix, il faut mettre à jour l'horaire des transports publics, il faut se plier aux différentes lois qui entrent en vigueur, il faut faire des patchs de sécurité, il faut maintenir le software. Donc, ce coût opérationnel, là, pour chaque projet, hein, il reste là pour toujours. D'accord ? Donc, notre plan... Ouais, alors, juste encore ça. Donc, là, on voit qu'on a un deuxième projet qui se rajoute. Disons, à capacité égale, pour une team de même taille, on voit que le deuxième projet, il prend déjà un petit peu plus de temps parce qu'on a moins de personnes disponibles. Hein. Les autres étant en train de s'occuper de faire fonctionner ce qui existe déjà. D'accord ? Mais le deuxième projet, il vient aussi avec son propre coût d'exploitation. Et le troisième, pareil, sauf que c'est encore pire qu'avant. Hein. Puis vous voyez le petit espace qui diminue là. Hein. Donc nous, ce qu'on avait en tête, c'était, voilà, on va engager plein de gens, et puis on va faire plein de nouveaux projets, puis forcément, les opérations, ça va augmenter un peu, quoi. En vrai, c'est ça qui s'est passé. Donc le coût d'exploitation, il a augmenté en termes de nombre de personnes utilisées, il a augmenté beaucoup plus vite que la capacité de l'équipe. D'accord ? Et puis, une fois que vous arrivez à ce point-là, je vais essayer ce truc-là d'ailleurs, le petit... Ouais. Une fois que vous arrivez à ce point-là, là vous êtes foutu. Hein. Là c'est raide. Faut vous imaginer que les opérations, c'est pas une belle ligne droite, Il y a plein d'imprévus, il y a des choses qui arrivent aussi beaucoup plus tard après que vous avez mis une fonctionnalité en production. Hein. Donc, à ce moment-là, il y a tout qui s'enchaîne. Hein. Les projets commencent à être en retard, on n'arrive pas à livrer aux clients dans les temps, on cherche des solutions, tiens, on va augmenter la dette technique, hein. Je sais pas pour qui c'est, si vous êtes familier avec ça, hein, mais la dette technique, en gros, il s'agit d'économiser du temps de développement, donc la partie verte avant, en finissant les choses à la pisse. Quand vous faites ça, vous avez le coût d'exploitation qui augmente, hein, donc vous payez. Non seulement vous devriez refaire ça plus tard, quand peut-être vous aurez plus de temps, hein, c'est-à-dire sûrement pas, mais en plus de ça, vous payez les intérêts sur cette dette. Ça fonctionne exactement comme les crédits bancaires, hein, au final. C'est pour ça qu'on appelle ça la dette. Les project leads, tous les chefs de projet en mode panique. Quand c'est que mon projet va être livré? Non, mais le mien, il est vraiment plus important. Non, mais quand même... Du coup, on passe beaucoup de temps dans la tech team à replanifier, et puis au lieu de effectivement faire le travail qu'on a à faire. Résultat des courses, la qualité baisse. Donc, on a plus de bugs. Les bugs, c'est du travail non planifié aussi, il faut les corriger. Mais en plus, il faut corriger les conséquences qui ont été causées par ce bug. Et puis... dans tout ça, vous remarquez qu'on n'a plus le temps de rien. Hein. Mais si vous vous rappelez le plan que je vous ai montré avant, on est en train d'engager. Donc on a plein de nouveaux ingénieurs qui arrivent là, puis qu'on devrait former en fait, et qu'il faut bien trouver du temps à quelque part pour le faire. Mon animation préférée. Je crois que j'ai noir. Ok, donc là, si on résume où on en est, hein, on n'arrive plus à livrer nos clients dans les temps, on a la qualité qui baisse, on a le moral qui baisse aussi, et on a les coûts qui augmentent. Donc, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Bon, on va essayer de trouver des projets miracles, hein, ceux qui ont un coût d'exploitation négatif. Si on arrive à faire ça, on va peut-être pouvoir stabiliser notre courbe de travail opérationnel
et peut-être même la faire descendre. Alors la question c'est est-ce que ça existe des tels projets? Alors oui, hein, ça existe, c'est si on automatise certaines choses qu'on fait dans le travail qu'on fait pour faire fonctionner. Donc on remplace du travail qui est fait par des gens par une automatisation, donc on n'aura plus besoin de s'occuper de ça. Pour comprendre ce que je vais vous expliquer, comment on a fait ça, je vais peut-être vous expliquer d'abord un petit peu comment Fertig ça fonctionne. Donc vous avez l'app que je vous ai montré avant, et pendant que vous faites un trajet, vous avez le tracking, c'est-à-dire qu'il y a des positions GPS, etc., qui vont être collectées depuis le téléphone, transférées ici dans le système qui calcule le trajet. Ensuite, une fois qu'on a le trajet, on calcule le prix. Et puis, une fois qu'on a le prix, on peut facturer sur votre carte de crédit directement. Et donc ça, c'est la partie paiement. Alors moi, je viens de Fribourg. Du coup, des fois, je vais à Bulle, comme tous les bons fribourgeois. Parce que bon, des fois, à Bulle, il y a des bénichons, des Alpes et autres festivités. Donc là, vous voyez un de mes trajets depuis Berne. Sur la partie de gauche, vous voyez la trace GPS. Et puis sur la partie de droite, le trajet en transport public qui a été calculé. Donc on a un super train qui fait Berne-Bulle. C'est pratique pour les gens comme moi qui habitent à Fribourg, qui travaillent à Berne et qui vont des fois voir ce qui se passe à Bulle. Ok, alors qu'est-ce que l'algorithme a besoin pour calculer ce trajet? On doit savoir où sont les arrêts de transport public et on doit connaître les horaires du transport public. Toutes ces données-là, elles sont disponibles dans ce qu'on appelle les fichiers GTFS. Ça, c'est un format qui a été créé par Google, qui contient absolument toutes ces données, et puis qui est utilisé dans Google Maps, en fait, quand vous faites un calcul d'itinéraire, entre autres. Les entreprises de transport, elles créent des fichiers, elles les mettent à disposition, en général, de manière en libre accès. Et puis bon, en général, comme c'est très populaire, il n'y a pas trop de difficultés d'obtenir ces fichiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les horaires, ils changent. En Suisse, par exemple, 2 fois par année. Donc, on doit le mettre à jour à chaque fois qu'il y a des nouvelles versions. Et puis, on doit le faire pour toutes les régions qu'on a. Vous avez vu qu'on en a 23 avant. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en Suisse, ils publient chaque semaine un nouveau GTFS avec des correctifs. Ça serait bien qu'on installe aussi. Ça, ces fichiers, on doit les charger dans notre base de données. Il y a une transformation de format pour que nos algorithmes soient efficaces. On ne peut pas directement utiliser le GTFS. Et puis c'est un malheureux ingénieur qui doit se coller à cette tâche pour toutes les régions à chaque fois qu'il y a un changement. Donc vous voyez un petit peu le temps que ça prend. Souvent, ces fichiers sont de mauvaise qualité. Il faut retourner vers le fournisseur pour dire non, mais avec ça, on ne peut quand même pas bosser. Enfin, il faut contrôler la qualité. Si on charge des mauvais fichiers, les trajets sont calculés faux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé toute cette partie. Donc, maintenant, charger un fichier GTFS dans le système, c'est un clic. Pour ce qui est du paiement, du calcul du prix, pardon, ça coûte 16 balles de faire ce trajet. Même cirque. Donc, il y a les tarifs pour Free Mobile ou Mobilis ou n'importe, qui changent régulièrement, les règles tarifaires qui changent, tout d'un coup, paf, il y a une zone en plus, une zone qui est divisée en deux, des choses comme ça. Donc il faut aussi mettre régulièrement à jour les prix. Aussi, niveau qualité, ça laisse à désirer parfois. Mais disons, la grosse différence ici, c'est qu'il n'existe pas de format standard. Donc en gros, les tarifs, si vous allez sur le site de Mobilis, vous voyez un tableau des prix, c'est ça. Donc il faut vraiment... une tâche à le programmer dans le système qui est beaucoup plus hétérogène en fonction des différents fournisseurs. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé notre propre format de données tarifaires. Et puis ça a vraiment aussi beaucoup aidé parce que non seulement c'est plus facile à bosser avec des fichiers que de directement changer le code, mais en plus, si c'est des fichiers comme ça de tarifs,
eh ben, on n'a pas obligé d'utiliser un ingénieur pour faire ces modifs. Dernière partie, ouais, donc pas de format qui existe. Dernière partie facturation, ici il n'y a pas vraiment des données à gérer. Par contre, les méthodes de paiement, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes de paiement partout, hein. Donc, pour rappel, les 23 régions, vous ne pouvez pas dire à Cologne que vous allez payer avec votre carte PostFinance ou avec Twint, ça ne fonctionnera pas en Allemagne. Donc là, on a vraiment des configurations par région et ici, on a besoin d'un outil pour gérer toutes ces configurations. Et puis, c'est ce qu'on a fait cette année, en 2023, hein, c'est créer cet outil-là, donc les deux parties trajet-prix que j'ai mentionnées, puis aussi la configuration des régions. Cet outil, on l'a appelé Qniverse. Et c'est là qu'on va pouvoir... Le but, c'est vraiment d'avoir une interface web où on peut configurer tous les paramètres des régions et ensuite, le Qniverse va les distribuer sur les différentes composantes de notre système. Donc là, vous avez un exemple de configuration, hein, configuration pour la Suisse. Alors, je l'ai vraiment fait cet exemple juste pour le talk ce soir. En vrai, il y a beaucoup plus de paramètres à régler. Mais en gros, ça pourrait être quel GTFS faut utiliser, quel tarif on utilise, quelles méthodes de paiement sont disponibles dans cette région, et puis, moi j'ai un truc, ouais. Et puis qu'on peut prendre avec soi ton voyage maximum 3 autres personnes, ou 4 au total. Ça, c'est des paramètres qui varient d'une région à l'autre. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est pas créer directement ces configs-là, on va faire quelque chose un petit peu différent, on va décrire comment la config elle change au fil du temps. Donc là, on va dire, OK, au 1er janvier 2023, on va activer le GTFS CH57. Okay, donc on voit la config, en gros, elle est calculée à partir de cette timeline-là. Ensuite, le 30 juin 2023, on va activer le tarif juin 2023 V2. Et le 1er janvier 2024, on va mettre le GTFS suivant, la nouvelle version des horaires. Et puis peut-être le 28 février 2024, on va activer Twint comme méthode de paiement possible. Vous voyez, au fil du temps, on peut demander n'importe quand dans le temps quelle est la config actuelle à cette date spécifique. Puis ça a 2 avantages, hein. Premièrement, le 31 janvier 2024, c'est bientôt, hein. Nous, on a envie de faire la fête, on ne veut pas être là à mettre des GTFS sur le système. Donc avec ça, on peut prévoir les changements dans le futur. Puis l'autre avantage, c'est qu'on peut utiliser des configs passés, par exemple, pour recalculer un trajet qui a été fait dans le passé avec le tarif qui était en vigueur à ce moment-là. Il marche ce truc, en fait, ou pas du tout? J'en suis à combien de minutes? Ok, cool. Donc avec cet outil Qniverse, on a vraiment pu automatiser beaucoup de choses, hein. Donc c'était un projet qui a un coût opérationnel négatif. Alors bien sûr, il a un certain coût opérationnel, mais il économise beaucoup plus de temps opérationnel sur les autres choses. Automatiser, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire, hein. Une autre chose qu'on peut faire, c'est supprimer des choses. Je ne sais plus, ça a été mentionné peut-être par toi à un moment donné, hein, mais de se dire, OK, cette feature, il n'y a pas trop de gens qui l'utilisent, elle nous coûte quand même pas mal, on l'arrête. Stop. Et là, instantanément, vous avez ça en moins à faire. Encore un truc qu'on peut faire, c'est payer la dette technique. Pour rappel, vous avez économisé du temps de développement au détriment du coût d'opération. Donc vous pouvez repayer cette dette-là et le coût d'opération, donc refaire le truc, mais bien, cette fois. Puis à ce moment-là, le coût d'opération, il devrait aussi descendre un peu. Et puis, peut-être le dernier, il y a sûrement plein d'autres astuces encore, hein, mais peut-être le dernier truc duquel je vais parler, c'est architecter. Je ne sais pas si ça existe comme verbe, mais à partir de maintenant, oui, en tout cas. Donc on investit avant d'en créer une architecture logicielle qui a peut-être du sens pour les projets qu'on voit venir dans le futur. Et donc le but étant qu'après les développements ils prennent moins de temps et qu'ils sont aussi plus faciles à exploiter.
Et là, je vais vous donner un exemple très concret actuel hein, chez nous, assez simple aussi. Donc là, quand on a commencé Fertic, on envoyait des SMS aux gens pour dire, quand ils créaient leur compte, pour dire OK, ton numéro de téléphone, il faut le valider, tu reçois un SMS avec le code. Et puis, il faut mettre le SMS dans l'app et ça valide que le numéro de téléphone est bien possédé par la personne. Disons, la procédure de login, on s'en fout un peu, c'est surtout le fait qu'on envoie des SMS. Donc, on avait juste ça au début, en 2016. Et puis, petit à petit, on a rajouté des trucs. Donc, maintenant, la carte de crédit, elle expire, SMS. Vous êtes sorti du rayon de validité, donc vous avez pris le train à Genève, puis vous avez été jusqu'à Cologne. Vous êtes sorti du périmètre de validité, SMS. Vous avez oublié d'arrêter votre trajet, et puis l'app elle était encore enclenchée à 4 heures du matin, SMS. D'accord? Et puis tout ça, ça va chez Twilio, qui est notre prestataire SMS. J'ai oublié de mentionner ça. Twilio, c'est ceux qui effectivement envoient le SMS sur le réseau mobile. Donc c'est un service qu'on loue. Maintenant, on a un client qui arrive puis qui est là, ouais, mais moi, Twilio, j'aime pas trop. Je voudrais utiliser un autre truc. OK? Alors, voilà, moi, je voudrais utiliser ça. Simple Texting, hein, c'est apparemment un service qui existe aussi. Et vous voyez la complexité, là, comme elle a augmenté. Hein. Puis si on a un troisième client qui dit la même chose, là, on aurait dû adapter paiement, on aurait dû adapter login, on aurait dû adapter trajet, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Une meilleure architecture, ce serait d'avoir un SMS Gateway chez nous, tous les services y parlent à ce truc-là, et c'est ce truc qui choisit ensuite le bon prestataire de SMS. Là, vous voyez le nombre de lignes, il a complètement diminué. Puis si on rajoute un truc sur la droite, là, ça va rajouter qu'une ligne. D'accord? Donc là, on a vraiment le cas où on a une meilleure architecture qui permet d'avoir moins de coûts de développement et moins de coûts d'exploitation. Bon. Alors, avec ça, on espère qu'on a remis notre ligne sur le droit chemin, là. Et j'en suis où avec mes petites feuilles, là? Ouais, OK. Donc, on est en train de vraiment corriger cette trajectoire. Et peut-être les leçons à retenir, là, c'est que quand vous voyez que... Enfin, le premier truc à faire, c'est vraiment de se rendre compte qu'en tant qu'entreprise, on est dans cette situation. Et de vraiment accepter qu'on ne va pas éviter de faire des sacrifices. D'accord? Deuxième étape, c'est faire ces sacrifices. Parce que c'est bien joli d'être là. Ouais. Après, il faut vraiment faire ces sacrifices. Sacrifice, ça veut dire, ça peut être abandonner un projet, abandonner une feature, décider de livrer plus tard sur une deadline, faire les investissements nécessaires pour avoir ces compensations négatives, etc. Nous, à Fertic, là, on avait faut penser qu'on était au bout du rouleau à ce moment-là. Le leadership de l'entreprise a donné un signal très fort à la tech team en disant « Oui, on a un problème, et oui, on va le résoudre, et on va dédier un des 3 objectifs annuels de l'entreprise à résoudre ce problème. » D'accord ? Ça donne vraiment non seulement la légitimité de le faire, après d'effectivement le faire, mais aussi la croyance pour tous les ingénieurs qu'on va s'en sortir, quoi. Et dernière chose, hein, contrairement aux politiciens qui discutent de la crise climatique, c'est vraiment d'agir. D'accord ? C'est c'est assez sournois en fait, ce coût opérationnel. Hein. Ça passe un peu dessous comme une rivière souterraine, puis tout d'un coup, paf, c'est là, puis on est là, oh là, qu'est-ce qui se passe? D'accord ? Et c'est assez difficile à voir venir. Et puis le truc, c'est que ceux qui vont tirer la sonnette d'alarme en premier, c'est les ingénieurs, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qui voient que, oh là là, on est en train d'aller où? Et ces signaux, il faut les prendre vraiment au sérieux et vraiment aussi réagir. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire.
Ah, merci. Ah ouais, c'est bon, tu veux ça? Oui, mais aussi des questions. Ouais, il y a des questions. J'aimerais les réponses. Ouais, Alors, moi je suis pas un politicien, je serais obligé de dire la vérité. Hein, ouais. alors, première question, si tu as la réponse, ça arrangerait tout le monde. Y a-t-il un ratio idéal entre développement et opération? Est-ce qu'on peut dire, si cette fonctionnalité, elle atteint ce ratio, on va dire, développement sur opération, Ouais. c'est que ça a bien été codé, c'est qu'il n'y a pas eu de problème dedans? Non, je crois pas. Il n'y a pas de ratio idéal. Il y a des projets qui, par nature, qui ont plus d'opérationnel. Le truc, c'est en fait, évidemment, là je vous ai montré l'outil Quniverse en 2017 ou 2018, quand on avait encore peu de trajets, ça n'aurait pas eu de sens de le faire. Parce que le temps qu'on passait pour les nouvelles régions, on n'avait quand même pas si souvent que ça des nouvelles régions à cette époque. C'était moins nécessaire d'optimiser le coût. En fait, le coût opérationnel, il a augmenté à mesure que l'entreprise avait de plus en plus de succès. Plus il y avait de régions, plus il y avait de coûts opérationnels. Puis à un moment donné, on est là. OK, là, il faut faire quelque chose parce qu'on est bientôt en train de faire plus que ça. Mais idéal, je pense que c'est propre à chaque entreprise et chaque cas de juger, en fait, quand c'est plus acceptable. Parce que le risque inverse, c'est de faire des Rolls-Royce quand on a juste besoin d'une trottinette. Hein. Ouais. La deuxième question est un peu aussi en lien avec justement la croissance. Comment est-ce qu'on la prévoit chez Fertic? Comment gérez-vous la communication entre les équipes de vente et opérationnelles pour planifier la croissance? Entre parenthèses, la prochaine région arrive dans 6 mois, prépare-toi. Voilà. Donc, je sais pas. Ouais, alors, je pense. Effectivement, on voit des fois qu'il y a des petites régions ouais. qui sont. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des petites régions où ça va accroître tellement l'opérationnel pour ce que ça va rapporter qu'il vaut mieux. Non, alors ça c'est clairement une question valide qu'on se pose aussi en interne. Hein. C'est pour chaque projet ou région, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut la peine financièrement? Est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Mais il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect de... Les régions qui sont autour, elles vont penser quoi quand elles verront qu'il y a Fertic ici? Est-ce qu'elles vont aussi vouloir l'acheter? Donc c'est assez compliqué disons, il faut le faire de manière méthodique, mais ça ne s'arrête pas que à l'aspect financier. Ce serait peut-être ça la réponse. Et je pense que là, il y a aussi du jugement, hein, c'est certainement pas une réponse mathématique. Si on cherche une réponse mathématique, on va faire que ça, en fait. Là, il faudrait un peu de feeling, je pense aussi. Ok, ouais. Merci. Avec plaisir.